En fait, c'est pas grave. Non, c'est l'indicatif, mais c'est l'ancien. Ça, il faut plus le mettre. Tu le mets plus celui-là. Non, mais c'est pour la fin, en général, quand même. Demain. Oh, ouais, voilà. Vous l'avez calé en plus. Ça arrive à tout le monde. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour une nouvelle émission, le bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Et merci pour votre fidélité, que ce soit via le live Facebook, page bien sûr bar de l'économie, ou alors la web radio idfm98.fr et la FM bien sûr 98.0. Pour réécouter cette émission, eh bien vous vous branchez sur la chaîne YouTube, évidemment, bar de l'économie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de communes grâce à nos invités du jour. Nous allons voir confinement, déconfinement. Avec donc tout d'abord Florence Portelli. Bonjour Madame le maire. Vous êtes maire de Taverny. Vous êtes présidente de la communauté d'agglomération Valparisie depuis 2016. Vous êtes aussi conseillère régionale d'Île-de-France derrière Valérie Pécresse et vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture. Et donc c'est aussi ce sujet que nous aborderons ensemble. À vos côtés, j'ai la chance de recevoir Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine. Bonjour Hervé Chevreau. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes maire d'Épinay-sur-Seine, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, président du groupe Centre et vice-président de Plaine Commune. On pourra fêter votre victoire puisque vous avez été élu au premier tour, tout comme d'ailleurs Florence Portelli. Et ensemble, on parlera bien sûr de mesures de confinement, déconfinement, peut-être du problème de financement des communes et puis de votre programme pour les 6 prochaines années. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, eh bien depuis vendredi même, notre nouvelle chronique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, une chronique sur un jour, un centre-ville, un resto. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du restaurant La Braise à Chaumontel, mais avant une petite pause musicale. D'accord, ça va pour merci. Madame Florence Portelli. Oui, bonjour, c'est IDFM. On va prendre un interview avec l'assurance. Merci. Donc là, on va approcher là. Comment y aller là? Il y a quelqu'un qui a sonné, je ne sais pas qui c'est. C'est pour Christophe. Ah oui, mais bon. Si toi t'attends personne. Non, si, j'attends quelqu'un, mais tout à l'heure. Bon, allez-y. Voilà, c'était une petite promenade musicale en introduction de cette émission. Et tout de suite, nous retrouvons en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Madame Neza Kounkou. Alors vous... Florence Portelli. Madame Florence Portelli, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors ensemble, je rappelle que vous venez de gagner à nouveau, vous avez été élu en mars 2020, donc le 15 mars, vous avez été élu au premier tour à la ville de Taverny à nouveau, donc là, félicitations. Donc vous fêtez votre élection, j'imagine. On avait les mains dans le Covid, si je puis dire, gérer toutes les difficultés liées au Covid, les problèmes sanitaires et sociaux. Donc, j'ai pas fêté mon élection, non. Non, alors justement, quelles mesures, parce que vous avez mis en place des mesures très originales pour la ville de Taverny, quelles mesures pour le confinement avez-vous fait et comment se passe le déconfinement ? Déjà, la première chose qu'on a faite, c'est que le lendemain de mon élection, j'ai réuni des amis médecins et on s'est dit qu'on ne pouvait pas attendre que les hôpitaux soient bondés, surchargés, sans faire quoi que ce soit. Donc, on a été parmi les premiers, je pense, à créer en Île-de-France un centre d'urgence Covid-19. On a aménagé un gymnase à cet effet. Mais en fait, il ne s'agissait pas uniquement d'aménager un gymnase, de trouver du matériel adéquat. Il fallait déjà trouver le bon personnel médical, des gens qui puissent faire un suivi, parce que le but de ce centre, c'était que quand vous vous présentiez pour une suspicion très forte de Covid, vous puissiez après être suivi pour qu'en cas d'aggravation, vous puissiez tout de suite être pris en charge comme il se doit. Ils ont reçu ainsi plus de 600 patients.
Et ce qui a été intéressant, c'est qu'outre les 50 médecins, infirmières, professions paramédicales qui se sont relayés dans ce centre, le fait d'avoir été les premiers à faire ça, on a créé une chaîne de solidarité et de micro-entreprises quelque part assez extraordinaire. C'est-à-dire que très vite, on a des entrepreneurs, des gens qui nous ont dit, bah voilà, nous on fabrique des visières, nous on a des gels, nous on a des surblouses, voilà ce qu'on peut faire. Mais on manque d'endroits pour localiser, pour concentrer toutes ces matières premières, tous ces savoir-faire que nous sommes capables de réaliser. Donc avec une de mes adjointes, Lucie Nicoli, on a commencé à organiser ça. Et finalement, c'est allé tellement loin qu'on a fini par même créer un drive dans l'est du département et à mettre en place toute une chaîne d'économie solidaire grâce à la solidarité de beaucoup de gens. Donc ça a été une aventure formidable parce qu'on se rend compte qu'au niveau local, on peut créer de l'économie solidaire et que ça marche formidablement bien. Il faut juste ne pas attendre quoi que ce soit de l'État parce que sinon vous pouvez attendre très longtemps. Mais au niveau local, en tous les cas, on peut s'organiser pour faire des choses assez incroyables. Et puis, en dehors de ça, on a divisé la ville par secteur où chaque adjoint donnait son numéro de portable pour être référent si une personne avait des difficultés, se retrouvait en détresse. Le CCS a fait également énormément de travail. Et puis, comme les gens étaient de plus en plus déprimés chez eux, on a organisé des concerts de rue. C'est-à-dire des professionnels musiciens ou des professeurs du conservatoire allaient chanter ou jouer de la musique au pied d'immeubles, des maisons. Les gens se mettaient dans leur jardin, se mettaient au balcon et ça allait de Monteverdi à du jazz, en passant par des airs populaires, en allant jusqu'à solidarité, de création, d'innovation assez incroyable. Alors Florence Portelli, effectivement, grâce à vous, on se rend compte que on a beaucoup de ressources finalement en France et dans notre département. On a beaucoup de chance, en tout cas aussi dans votre ville. Donc finalement, on peut créer une économie très rapidement. C'est bien ça? Tout à fait. Et puis sinon, on a eu aussi un soutien du département et de Marie-Christine Cavecchi. Puis franchement, un énorme investissement de la région de Valérie Pécresse, parce qu'au départ, on n'avait pas de masque. Madame Pécresse a réussi à fournir énormément de masques. On a pu aller dans le Val d'Oise et dans toute l'île de France fournir des masques aux commerçants qui étaient restés ouverts, notamment les commerces de bouche, pour les aider. On a pu leur fournir des masques FFP2. On a pu aussi fournir les pharmacies. Parce que comme la France est un pays bureaucratique où parfois il y a des règles assez absurdes, les patients qui avaient une ordonnance exigeant qu'ils aient un masque ne pouvaient pas se voir délivrer les masques par les pharmacies, ce qui était quand même assez incroyable. Donc la région a fourni à toutes les pharmacies d'Île-de-France également des masques. On en a aussi distribué en gare. C'est quand l'État a annoncé qu'on allait petit à petit déconfiner et qu'il faudrait porter des masques à certains endroits, ils ont annoncé des octrois de masques et en fait ils n'ont rien fait. Les collectivités territoriales avaient déjà anticipé, et même au niveau des agglomérations, et vraiment, cette crise a été un projecteur sur les difficultés finalement de l'État qui est dans un pays très centralisé, avec un État qui veut gérer même finalement ce qui ne relève peut-être pas de sa gestion propre. Et puis un énorme travail finalement des collectivités territoriales qui ont été beaucoup plus efficaces. Et la réflexion que je me faisais, c'est qu'on devrait copier le modèle allemand. Vous voyez, en Allemagne, les lois sont votées au niveau fédéral, mais après la gestion de ces lois, notamment sanitaires et médicales, elles sont faites par les Länder et par les administrations régionales, mais pas par les administrations déconcentrées de l'État. Et chez nous, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a des freins permanents par des administrations déconcentrées de l'État qui en réalité sont des bureaucraties déconnectées du réel. Je le dis très sincèrement, il y a sûrement des gens très bien dans les ARS, mais il faut vraiment réformer les ARS, les agences régionales de santé, qui sont des freins bureaucratiques à beaucoup d'initiatives intelligentes, et ça fait partie des organismes d'État qui vraiment ne devrait pas se mêler de ce qui se passe au niveau de la déclinaison régionale
des politiques de santé. Alors justement, Florence Portelli, vous pensez que cette idée de régionalisation peut avoir gain de cause? Parce qu'effectivement, c'est une idée qui traîne depuis quelques jours en disant on veut plus d'autonomie et moins de gestion de l'État qui ne connaît pas les départements, qui ne connaît pas les régions. Mais écoutez, le problème, c'est qu'il nous dit d'ailleurs, quand il est incapable, il faut que vous fassiez. Et puis en revanche, après, il faut que vous fassiez, vous avez moins d'argent, vous devez rendre compte. D'ailleurs, nous, on doit rendre compte et présenter des budgets en équilibre, alors que ce n'est pas le cas de l'État. Et en nous demandant finalement d'assumer financièrement des charges aussi qui sont les siennes. Donc, quitte à assumer des prestations de l'État, autant avoir carrément les pouvoirs d'avoir en plus derrière des gens qui reviennent contrôler, alors que finalement, c'est nous qui avons tout géré. La crise sanitaire a vraiment montré cette faille au niveau du système français. Et oui, j'espère que cette régionalisation va aller jusqu'au bout. Après, j'ai des doutes sérieux parce que vous savez, à chaque fois que vous prenez une crise dans ce pays, on se dit c'est l'occasion d'aller plus loin, de changer. Au final, on ne change pas grand-chose. En fait, au final, on ne va jamais jusqu'au bout des réformes, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Alors Florence Portelli, je rappelle que vous êtes maire de Taverny. J'aurais souhaité que vous nous parliez un peu de la fracture numérique que vous avez voulu combattre aussi pendant ce confinement. Vous êtes bien informé. Alors, c'est vrai quand on a su que le déconfinement allait avoir lieu, ou tout du moins des confinements partiels, et que des enfants allaient reprendre le chemin de l'école, alors qu'on avait des inquiétudes fondées sur les dangers que ça pouvait apporter. La première chose qu'on s'est dit, c'est que déjà, évidemment, par rapport au déconfinement partiel, on ne pourrait pas accueillir tout le monde. À partir du moment où on ne pouvait pas accueillir tout le monde, il fallait prioriser les classes liées au savoir les plus cruciaux et les classes les plus charnières. Donc on a privilégié le CP et le CM2 dans un premier temps, puis après on a rajouté les entrées en CE1, CE2 et CM1, après avoir aussi expérimenté la rentrée dans ces classes-là. Et puis on s'est dit pour les autres enfants, il est hors de question de pénaliser des enfants dont les parents doivent reprendre le chemin du travail et n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs enfants dans une structure. Donc on a évidemment mis en place des services minimums d'accueil. Et après on s'est dit, il y a d'autres difficultés, c'est que vous avez des enfants qui peuvent rester à la maison mais qui n'ont pas d'équipement numérique chez eux. Donc on a ouvert des équipements municipaux, même la médiathèque, le théâtre, où on a mis sous surveillance d'encadrant des équipements informatiques, des ordinateurs, pour que les enfants puissent se connecter à leurs cours. On a aussi rééquipé les écoles d'ordinateurs pour que les professeurs puissent aussi travailler leurs cours, les filmer quand c'était possible. Parce que moi, je suis aussi maman, et ce qui a été très compliqué pour beaucoup de parents, c'est qu'on est devenus les professeurs de nos enfants, et que quand un professeur poste des devoirs, il ne poste pas un cours. Donc derrière, c'est les parents qui doivent faire les devoirs. Donc on aimerait aussi que les enseignants, certains qui l'acceptent, puissent pouvoir enregistrer réellement des cours, faire des cours en direct en numérique, mais pour ça il faut que les enfants puissent accéder de manière égalitaire à ces outils numériques. Donc on a équipé énormément la ville et dernière chose, on a aussi ouvert des points d'aide aux devoirs. Parce que c'est pas, évidemment il y a l'outil matériel, mais il y a aussi l'outil intellectuel. Vous avez des petits dont les parents n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens intellectuels de les aider à faire les devoirs. Et il ne faut pas que ces enfants-là décrochent sur les enseignements les plus importants. Donc on a ouvert de nouveau nos aides aux devoirs que nous avons élargies. À Taverny, nous avons aussi des permis à points citoyens, c'est-à-dire qu'un jeune qui fait de l'aide aux devoirs bénévolement se voit payer sa bourse d'études ou son permis de conduire. Donc on a rouvert et relancé tout ça. Et ça, c'est une bonne initiative solidaire, effectivement, et puis ça motive les jeunes à transmettre aux plus jeunes. Florence Portelli, vous êtes également vice-présidente de la région Île-de-France. Alors, vous êtes très concernée par la culture, puisque je sais que vous avez fait du piano dès l'âge de 6 ans. Vous êtes présidente de l'Orchestre national Île-de-France depuis 2016. Vous aimez l'opéra et le théâtre. Je crois que le 11, donc là, cette semaine, vous allez voter ce montant d'aide prévu, le budget de 1,3 milliard d'euros pour la région, plan qui va être débattu cette semaine. Qu'en est-il pour la culture? Que va-t-il se passer? Quelles sont les prévisions? Alors, vous vous doutez bien que pendant le confinement, tous les lieux de spectacle, les cinémas, les librairies, les musées, les salles de spectacle étaient fermés. Et le milieu de la culture a été profondément impacté par le confinement.
même la fermeture des lycées, ça a eu de l'incidence sur tout ce qui était éducation artistique et culturelle. On a eu aussi des tournages de films qui ont été interrompus. Et du coup, dès le 13 mars, on a déjà fait un premier fonds d'urgence de 10 millions d'euros que nous avons débloqué pratiquement tout de suite pour déjà que toutes les aides régionales qui étaient prévues cette année, qu'on avait votées lors de commissions permanentes et qui continuent à être votées, eh bien, on puisse débloquer les fonds. C'est-à-dire que même si la prestation n'avait pas été faite, on indemnise la compagnie, les artistes. Donc déjà, toutes les aides votées ont été indemnisées. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous savez, en France, normalement, il y a un principe comptable. Vous ne pouvez pas déroger au principe du service fait. C'est-à-dire, si le service n'est pas fait, normalement, vous ne pouvez pas indemniser à 100%. Donc nous, on avait déjà voté l'automatisation du remboursement à 70%. Et nous sommes battus auprès du ministère pour que les régions puissent, en tous les cas la nôtre, rembourser 100% de ces aides et également les aides au festival, ce qui aujourd'hui est le cas. Mais ça a été vraiment notre combat avec Valérie Pécresse. Après, donc ça, c'était les avances de trésorerie. Après, sur ces 10 millions, on a aussi 1 million qui a été alloué à la nouvelle aide exceptionnelle d'urgence Covid-19 en faveur du spectacle vivant. Donc l'idée, c'est que quand vous avez une perte de billetterie d'à peu près jusqu'à 8 000 euros, vous pouvez vous faire rembourser ces pertes et sous réserve également de maintenir l'emploi qui était promis au monde intermittent. Alors depuis, d'ailleurs, on a eu 207 dossiers déposés dans le cadre de cette aide. Et puis après, on a fait des consultations du monde des libraires, des galeristes, des galeries d'art aussi ont été impactées, des salles de cinéma. Et on s'est dit qu'il fallait à tout prix élargir l'octroi de ces 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le fonds d'urgence, il a été porté à 20 millions d'euros. Et c'est quelque chose qui va être sacralisé justement le 11 juin. Donc cette aide a été donc élargie au secteur que je vous ai cité, librairie, disquaire, galerie d'art, salle de cinéma. Et on a également décidé de participer au fonds de l'État pour les théâtres privés. On a commencé aussi on a lancé une mission sur la saison culturelle de l'été prochain en Île-de-France, notamment avec les Tréteaux de France dans les îles de loisirs, où il y a des offres théâtrales dans les îles de loisirs, mais pas que. Et puis, on a abondé un fonds de solidarité État-région de 156 millions d'euros. Alors là, c'est pas que pour la culture, mais ça bénéficie quand même beaucoup aux structures culturelles. On a aussi on avait un numéro de téléphone d'urgence Covid Culture et une adresse mail. Et puis surtout, Madame Pécresse a créé 2 aides régionales. Alors c'est pas uniquement pour la culture, mais c'est aussi pour la culture. Le prêt rebond. Donc ça, c'est un prêt rebond à taux zéro qui délivre des prêts de 10 à 300 000 euros sur une durée maximale de 7 ans. Dont 2 différés pour les TPE et PME franciliennes, donc des entreprises qui vont jusqu'à 250 salariés. Et c'est une décision qui est donnée dans les 48 heures, avec un versement qui intervient tous les 3 à 5 jours. Très rebond, on vient de créer un fonds résilience, qui est un outil de fonds propres à taux zéro remboursable sur 6 ans, pour relancer l'activité des TPE et PME dans les 6 prochains mois, et financer le coût des adaptations pour la reprise de l'activité, parce qu'il y a des structures comme les librairies ou des salles de spectacles qui vont devoir réaménager pour respecter les règles sanitaires. Donc c'est un fonds qui s'adresse aux entreprises de 0 à 20 salariés qui n'ont plus accès au financement bancaire parce que les banques ne veulent plus les financer. Et ça va concerner aussi les arts et spectacles. Et merci beaucoup pour toutes ces annonces. C'est excessivement important ce que vous venez de dire, notamment pour toutes les entreprises aussi dans l'événementiel, parce qu'alors elles sont carrément à zéro et elles ne peuvent pas redémarrer puisque les manifestations sont interdites. Merci. Donc je vais un petit peu résumer ce que vous venez de dire. Un budget de 20 millions d'euros pour la culture va être voté, donc différentes mesures, dont le fonds résilience pour les TPE, PME dans ceux de 0 à 20 salariés, le prêt rebond à taux zéro, ça c'est très important pour les entreprises dans la culture, 156 millions pour les structures culturelles qui peuvent avoir besoin. Par contre, Florence Portelli, dernier petit mot, comment fait-on pour vous joindre ou pour vous joindre quand on est dans la culture et qu'on a besoin d'aide? Alors écoutez, pour ça, il faut appeler, il y a un numéro de téléphone d'urgence Covid Culture que vous pouvez trouver sur le site internet de la région ainsi qu'une adresse mail générale Culture. Donc tout ça, sur le site
de la région Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Florence Portelli. On va vous souhaiter une bonne journée, un bon déconfinement. Et puis, on rappelle cette adresse donc sur le site de la région Île-de-France pour toute l'activité du secteur de la culture. Vous allez sur Covid Culture et vous envoyez un mail pour crier au secours, tout simplement. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio. Il faut appeler l'autre là. Donc, oui. Musique. Je l'ai prévenu par SMS qu'on l'appelait tout de suite. Non, parce que tout à l'heure, tu m'as dit elle. C'est pas grave. Non, c'est pas rien. Ils s'investissent beaucoup pour la culture. Hein. C'est énorme. Bah, la culture, c'est Je vais pas ce le qui. rappeler, hein, c'est sûr. La culture, c'est ce qui nivelle, c'est ce qui rassemble tout le monde. En plus, et puis c'est ce qui fait vivre nos villes. Moi j'ai un souci là, avec Corneille, là, parce qu'il devait passer l'espace lumière la veille de lorsque le Premier ministre a annoncé effectivement Ça, le je la passe. confinement. Je le passe ou je la passe. Ouais, c'est une femme. Oui, bonjour. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que j'avais pas besoin de ça. C'est pas grave. À tout de suite. Je vous pose et je vous prends en micro. C'est bon, bientôt? Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence Portelli, maire de Taverny et vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val-Parisis, mais aussi de la région Île-de-France en charge de la culture. Vous venez d'entendre le grand plan pour la culture qui a été annoncé. Je suis en compagnie d'Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis et vice-président de Pleine Commune. Et puis tout de suite, eh bien, rendez-vous avec cette nouvelle chronique, Un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Donc, j'accueille Madame Cuncu, bonjour. Alors, vous dirigez un restaurant qui s'appelle La Braise à Chaumontel. D'ailleurs, ce n'est pas le seul restaurant que vous gérez. Comment s'est passé le confinement? Comment l'avez-vous vécu? Alors, le confinement pour les 3 restaurants que nous avons mis à part à la Braise sont bien passés puisque nous avons quand même 50 ans d'ancienneté, donc une trésorerie pour pouvoir tenir le choc. Et pour la Braise, c'est un peu plus compliqué puisque c'est une ouverture qui a eu à peine 2 mois d'activité. On a dû cesser de travailler. Ça a été un peu plus compliqué, mais merci à la banque qui nous a soutenus. Donc, en fait, vous avez mis tout le monde au chômage partiel? Oui, oui. Vous avez profité des mesures et des prêts rebonds? Et donc, du coup, là, comment faites-vous? Alors, vous allez vous réouvrir, là, je suppose. Alors, on a ouvert la semaine dernière puisque nous avons une grande terrasse qui peut accueillir 60 personnes. Et nous avons l'avantage d'avoir aussi un très grand jardin avec beaucoup d'espace vert pour pouvoir mettre des tables et des choses à l'extérieur. Donc, c'est l'avantage et un peu l'atout du restaurant que nous avons. Ce qui fait que là, avec le mauvais temps, vous, ça ne vous gêne pas du fait que vous avez une terrasse, si j'ai bien compris, couverte? C'est l'avantage qu'on a, on peut l'ouvrir et la couvrir, la refermer, elle est climatisée et chauffée. Donc, c'est les avantages que nous avons. Alors, quel type de plat vous nous proposez si on vient à La Braise? Quel type de cuisine faites-vous? Nous allons avoir, par exemple, on est plus axé sur la viande, les viandes de prestige, un peu haut de gamme, qui viennent un peu de partout, d'ailleurs. Nous allons aussi avoir tout ce qui est, je dirais, dessert fait maison, les fruits faits maison. Nous sommes vraiment axés sur tout ce qui est fait maison et frais, avec des produits de haute qualité et des viandes de prestige. Alors, quels sont les plats que l'on peut goûter chez vous, déguster? J'allais dire, donnez-nous l'eau à la bouche. Les plats qu'on produit chez nous, nous avons par exemple en entrée le gaspaccio de Galis, je ne sais pas si vous connaissez, de la viande maturée, la charcuterie maturée. Nous allons avoir par exemple en dessert le dôme au chocolat. En plat, une spécialité à nous, ça va être l'aubergine farcie. À l'italienne un petit peu. Exactement, pas sur la braise.
Ça, c'est vraiment notre plat typique que nous avons sur la carte, qui est quotidienne. Hein. C'est un peu la spécialité. Et puis, à part ça, c'est tout ce qui est fruits de maison. Par exemple, la languste, USA, la bavette, USA. Nous avons l'Argentine aussi, l'entrecôte argentine. Donc voilà, on a pas mal de viande qui vient un peu de partout. Alors, dans les viandes françaises, est-ce que vous proposez par exemple de la salaire qu'on trouve presque plus finalement? Non, malheureusement, non. Non, on va avoir plutôt de la bavette française, de l'entrecôte française ou bien du rumsteak français. Voilà, il y a quand même des viandes bien françaises. Alors, une vingtaine de viandes, un choix de 20 viandes, c'est énorme. Donc finalement, quand on arrive, on peut dire, moi je préfère tel type de viande ou telle autre viande. C'est vraiment un steakhouse à la base. Hein. C'est vraiment le restaurant, la base c'est le steakhouse. Et ensuite, on a fait quelques petites spécialités pour justement les gens qui n'aiment pas forcément la viande. On a par exemple du poisson pour ceux qui n'aiment pas la viande, ou des grandes salades composées façon à braise aussi. Mais voilà, on est plus 80% de viande et 20% pour les autres personnes. On a même un hamburger vegan pour vous dire. Alors, comment ça se passe depuis les quelques jours que vous avez réouvert? Est-ce que les clients reviennent ou est-ce que vous faites... Quand on a les clients justement qui reviennent, ils sont contents de nous voir, donc ça nous fait plaisir. C'est que tout se passe bien, sauf que bon, malheureusement, on a aussi des gens qui sont plus forts, et ce qui est normal. Hein. Donc on a pris un peu des mesures sanitaires. On a espacé pratiquement les tables de 1 mètre voire 1 mètre 50. On a mis du produit à disposition dans les entrées, dans les toilettes, dans les couloirs pour les clients et des masques aussi à disposition. Et puis on essaye d'ouvrir, même s'il fait frais, un minimum la terrasse parce qu'on a l'avantage de pouvoir ouvrir un peu comme on a envie. Elle est assez maniable sur ce point-là. Puis voilà, donc ça se passe très bien, mais on a rajouté le brunch pour les dimanches matins. Donc les clients sont très contents aussi. On a eu pratiquement 120 couverts hier pour le brunch. Ah, bravo! Ah, bravo! 120 couverts pour le brunch, donc ça veut dire que finalement, les Français ont hâte de pouvoir ressortir et partager des bons repas avec amis ou famille. Exactement. Et là, on lance justement bientôt un château gonflable avec un trampoline pour les enfants, justement pour que les familles puissent venir et être à l'aise. Comme nous avons un espace vertical, on a pratiquement 3 mètres carrés de terrain. Donc, c'est assez verdoyant, donc les enfants vont pouvoir en profiter. Donc finalement, votre atout, j'allais dire, c'est de pouvoir accueillir les familles puisque ce château gonflable va être installé dans quelques jours. Exactement. L'atout, en fait, c'est d'avoir un parking qui est protégé de la route, d'avoir de la verdure pour les enfants et les parents sont plus à l'aise quand ils mangent, de savoir que leurs enfants peuvent jouer en sécurité, d'avoir une très grande surface, on a 120 mètres de terrasse et on a 100 mètres aussi à l'intérieur. Donc c'est un grand espace. Le restaurant est assez large et assez grand pour pouvoir être assez à l'aise. Même concernant le Covid, on a mis en place justement d'avoir beaucoup d'espace pour les clients pour qu'ils puissent aussi être à l'aise quand ils mangent. Alors, dernière question, si vous voulez bien, Madame Kunku, je rappelle que vous dirigez le restaurant La Braise à Chaumontel. Est-ce qu'il y a des plats, est-ce que vous allez faire une carte, j'allais dire, ou quels sont les plats que vous allez mettre à l'honneur pour attirer, là, dans les quelques jours, puisque vous avez dit que vous faisiez du frais, donc c'est selon le marché du jour, j'imagine, même si on a compris que la base, c'était beaucoup de viande, et notamment des viandes très spécifiques. Nos produits, bon, c'est par rapport aux saisons, pour les entrées et les desserts, bien sûr, les viandes restent pareilles. Là, pour les entrées en ce moment, nous avons ramené le melon avec le carpaccio, la feta avec la pastèque, on a la burrata avec ses trios de tomates, donc il y a plein de petites entrées comme ça qui vont changer. Et pour les desserts, la nouveauté, c'est le dôme au chocolat fait maison et le molière à la pomme fait maison. Alors, quels sont les menus quel est le tarif du menu moyen, j'allais dire, pour le restaurant La Braise? Le soir, alors à midi, nous avons fait une offre à en ce moment. Entrée, plat, dessert à 14 €. Les clients ont le choix entre 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Ça, c'est pour le midi. Et le soir, le restaurant change complètement, on devient à la carte. Et la moyenne de prix par personne est de 35 € pour l'entrée, plat et dessert. Voilà, donc vous avez entendu, eh bien, allez fêter donc le déconfinement au restaurant La Braise à Chaumontel chez Madame Kunku. Voilà, le midi, une formule à 14 € et le soir, une formule à 35 € en moyenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon déconfinement et puis que tout reparte. De toute façon, il va faire beau à la fin du week-end, ça y est, le temps et la chaleur revient.
On y croit. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, nous voici, on poursuit cette émission. Vous avez entendu cette chronique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous continuons avec Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine. Alors, monsieur le maire, félicitations. Vous aussi, vous avez été élu au premier tour cette année. Donc, vous êtes content? Bien sûr, content dès l'instant qu'il n'y a qu'un seul tour. Malheureusement, comme le disait Madame Portelli, on n'a pas pu fêter cette victoire. J'espère qu'on la fêtera assez rapidement avec l'ensemble des élus qui composent le conseil municipal de maintenant. Et puis peut-être avec la population, dès qu'on pourra se déconfiner un peu plus. Oui, il faut vraiment que l'on arrive à retrouver effectivement ce contact avec la population et comme le disait aussi Madame Portelli, à travers la culture et la musique, on a besoin de se retrouver, on a besoin de partager, on a besoin d'être ensemble et j'espère que très rapidement les mesures de confinement vont pouvoir s'alléger. Alors, dans mes informations du jour, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réclamé une tolérance zéro contre le racisme au sein des forces de l'ordre et demande à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. De plus, la méthode d'interpellation policière dite la prise par le cou ou dite de l'étranglement ne sera plus enseignée dans les écoles de police, de gendarmerie. Et donc, si un policier doit maintenir quelqu'un au sol, il faudra qu'il trouve une autre technique, j'allais dire. Et puis, le ministre annonce une réforme en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur pour plus d'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense avant toute chose, moi je voudrais dire surtout d'avoir une pensée pour les forces de l'ordre, que ce soit la police nationale ou la police municipale. Je pense qu'au quotidien, ils font un travail remarquable sur notre territoire. Effectivement, qu'il y ait des propos racistes ou des actes délictueux de la part de certains, ça peut très certainement arriver. La preuve, on peut le constater de part et d'autre. Mais je pense qu'il faut surtout avoir une pensée, comme je disais tout à l'heure, pour nos policiers qui au quotidien travaillent, et pas facilement d'ailleurs dans certains quartiers ou dans certaines régions de France. Donc il faut ménager les uns et les autres, et surtout par rapport aux techniques qu'on leur apprend à nos policiers, il faut peut-être qu'il y ait d'autres formations, d'autres moyens pour leur permettre d'interpeller. Alors justement, l'IGPN, la police des polices, l'inspection générale de la police nationale, a publié son rapport hier en déclarant hausse de saisine pour les violences, recours aux lanceurs de balles de défense, sanctions disciplinaires, 1460 enquêtes judiciaires, dont 868 portent sur des faits de violence volontaire, soit 256 de plus qu'en 2018. Et puis aussi, le signalement des particuliers est en augmentation. Plus de 9000 particuliers se sont directement adressés à l'IGPN l'année dernière. Alors, il y a quelques quartiers, comme on dit, sensibles. À Épinay-sur-Seine, ça fait partie de j'imagine, des programmes de votre prochaine mandature qui démarre. Oui, effectivement, en Seine-Saint-Denis, mais sur d'autres départements de France aussi, nous avons des quartiers plus sensibles que d'autres. Il faut effectivement mettre les moyens financiers, tant sur de la rénovation urbaine, mais aussi en direction des associations qui font du travail remarquable dans ces quartiers. Donc je pense que le rôle de la politique de la ville, le rôle aussi des services de l'État, c'est de nous aider, nous collectivités, à apporter un mieux vivre dans ces quartiers. Alors, peut-on parler un petit peu de votre programme pour les 6 prochaines années? Quelles sont les priorités pour vous, Hervé Chevreau? Alors, on a un programme surtout qui est basé sur l'environnement, c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire et réaliser, que ce soit en termes d'habitat, mais aussi en termes d'actions culturelles ou autres, le fil conducteur du prochain mandat, c'est l'environnement. Ce que l'on souhaite effectivement, c'est développer toutes les actions en direction des enfants, des centres de loisirs, des écoles, collèges et lycées, en faveur du développement durable, de la biodiversité. On souhaite classer nos berges de Seine Natura 2000. Il y a tout un travail sur l'environnement et de se dire aussi, même sur des projets de construction, c'est de construire avec l'environnement, mais pas faire l'inverse. C'est-à-dire on pose d'abord l'environnement, on pose d'abord les parcs, on pose d'abord les jardins et après on construit autour. C'est avoir une façon de réfléchir différente de ce que l'on avait avant, où on se disait tout simplement pour tel ou tel projet, il faut tel ou tel mètre carré de pleine terre, mais là on va faire l'inverse. On va plutôt dire on plante d'abord et après on construit. On construit, c'est-à-dire? Eh bien, quand je dis on construit, on est assez sollicité par des promoteurs sur l'ensemble de nos villes pour construire du logement ou bien d'autres résidences de différents types. Et bien souvent, on réfléchissait effectivement à cette construction sans pour autant réfléchir à l'environnement. Et là, c'est de se dire comment on peut travailler sur l'environnement, comment on peut construire aussi, comment on peut associer les deux.
On l'a vu à travers le Covid. À travers le Covid, celles et ceux qui se trouvaient en pavillon ou dans des appartements avec des terrasses, c'était moins compliqué que pour celles et ceux qui se trouvent en appartement. Est-ce qu'aujourd'hui, un appartement ne doit pas avoir obligatoirement un balcon ou une terrasse pour pouvoir profiter? Voilà, c'est d'avoir toute cette réflexion que l'on doit avoir à travers la construction, l'environnement. Mais surtout aussi de préserver l'intégralité des espaces naturels que l'on a aujourd'hui. C'est ce que l'on fait aussi à Épinay-sur-Seine. Et ce que l'on veut faire, et ce que l'on a commencé à faire, c'est aussi de travailler sur les cours de nos écoles et de se dire comment on peut ramener des îlots de fraîcheur à l'intérieur de ces écoles, parce qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, l'objectif était de bétonner, de goudronner les cours d'école. Eh bien, nous, on a pris le taureau par les cornes, et on s'est dit, on va enlever ce goudron et on va ramener des matériaux qui soient des matériaux différents pour préserver les îlots de fraîcheur. Donc à la limite, on pourrait même imaginer que dans le futur, vous ayez, je ne sais pas, des cultures, que les enfants puissent cultiver quelques légumes pour leur apprendre le jardinage. Exactement, c'est ce que l'on fait depuis très très longtemps à Épinay-sur-Seine avec une opération qui s'appelle Imaginaire et Jardin, qui fonctionne dans les écoles maternelles mais aussi élémentaires. C'est de pouvoir poursuivre ce travail-là. À Épinay-sur-Seine, on a créé il y a maintenant peut-être 2 ans un jardin qui s'appelle le jardin Vavilov. C'est quoi Vavilov? Ce sont des anciennes graines que l'on trouve en Île-de-France, des fruits, des légumes qui poussaient en Île-de-France et qui ont complètement disparu. Et avec la Fondation Vavilov, avec la possibilité de récupérer des graines à Saint-Pétersbourg, de fruits, de légumes qui poussent en Île-de-France, on a reconstruit et on retravaille un jardin comme ça à Épinay-sur-Seine et on veut continuer à développer en ce sens. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de construction en dur, donc de modification en fait du paysage. Ça veut dire que vous imaginez un nouveau PLU pour la ville d'Épinay-sur-Seine qui, par exemple, vous avez dit, il faudrait un balcon pour tous ou une terrasse pour tous, ce qui est une bonne idée en fait en soi, puisque avec le Covid, comme vous l'avez dit, on a bien vu les difficultés, notamment pour les Parisiens, et puis aussi à Épinay. Est-ce qu'Épinay a encore besoin de construction? Est-ce qu'il y a de la demande de logement ou est-ce qu'il y a suffisamment de logements par rapport à la demande de la population? En Île-de-France, il y a toujours une demande de logement. Il faut penser qu'effectivement, les gens souhaitent rester là où ils habitent, mais par contre, ils veulent avoir un habitat qui soit un habitat différent. Je pense qu'il faut que l'on ait une réflexion sur un parcours résidentiel. Épinay-sur-Seine, c'est vrai qu'il y a énormément de logements sociaux, mais les gens veulent aussi sortir de ces logements sociaux, veulent accéder à la propriété. Donc, il faut qu'on fasse des produits qui soient effectivement du locatif social, parce qu'on en a besoin, bien sûr, de l'accession sociale à la propriété et de l'accession traditionnelle à la propriété. Donc, un vrai parcours résidentiel que l'on doit apporter aux habitants du territoire. Après, en termes de construction, je pense que si l'on doit densifier, c'est autour des gares. C'est là que l'on doit densifier, c'est là qu'il y a un réel besoin. Et c'est surtout la proximité des gares qui font que les gens souhaitent se déplacer plus facilement et peuvent se déplacer plus facilement. Alors, vous avez effectivement, on a parlé un petit peu des berges, vous avez des magnifiques berges. Comment vous imaginez le futur de ces berges à venir à Épinay-sur-Seine? C'est déjà les préserver. Elles ont toujours été préservées, ces berges. Et l'objectif, c'est qu'on puisse continuer l'aménagement de ces berges. Alors, c'est un partenariat que l'on mène avec la métropole du Grand Paris, avec la région Île-de-France, avec le département de la Seine-Saint-Denis aussi, et puis du territoire de Plaine Commune. On a la chance d'avoir près de 4 km de berges qui ne sont pas routières, qui ne sont pas urbanisées. Si vous arrivez d'Argenteuil, vous avez des voies rapides, vous sortez d'Épinay, vous allez jusqu'à Paris par des voies rapides. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est vraiment les préserver et surtout les inscrire dans un dispositif qui fait et qui fera que l'on pourra toujours les conserver telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on travaille avec la région Île-de-France pour avoir un référencement, à travers d'autres aussi référencements qui nous permettront bien sûr d'avoir des subventions, mais surtout de se dire on ne pourra jamais rien faire sur ces berges. Quand je dis jamais rien faire, c'est se promener, c'est se balader en vélo, c'est bien sûr participer à des activités que l'on fait depuis maintenant 1 an. Chaque week-end, on essaie d'animer les berges de Seine pour que les gens puissent descendre et découvrir les berges. Des activités festives, vous voulez dire? Oui, festives, culturelles, ça va effectivement de faire des petits groupes de musique, de faire des petites pièces de théâtre sur les berges de Seine, mais aussi faire du sport sur nos berges, c'est faire découvrir la faune et la flore des berges. Oui, parce qu'il y a quand même une population demandeuse qui est jeune en plus à Épinay-sur-Seine, donc qui participe à toutes ces manifestations. Oui, mais c'est surtout que on a souvent tourné le dos au fleuve, que ce soit Épinay-sur-Seine ou ailleurs. C'était un endroit où l'on rejetait tout ce que l'on ne voulait pas sur le fleuve. C'était tout ce qui était industriel, c'était les constructions qu'on ne voulait pas voir, c'était tout un tas d'activités qui étaient néfastes pour la faune et la flore. Et aujourd'hui, c'est de se retourner la ville sur le fleuve et faire redécouvrir le fleuve aux habitants d'Épinay-sur-Seine.
Alors, Hervé Chevreau, je rappelle que vous êtes maire d'Épinay-sur-Seine et puis aussi vice-président de Plaine Commune. À Épinay, vous avez dit que dans votre programme, vous vouliez rénover le quartier Orgemont et les prochains quartiers La Source, Les Prelles. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il y a des immeubles qui seront démolis pour reconstruire autrement ? Effectivement, on a 3 quartiers en rénovation urbaine pour un nouveau plan de rénovation urbaine, parce qu'Épinay-sur-Seine avait profité de l'ANRU 1, maintenant on part sur l'ANRU 2. Et l'objectif. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Exactement. Et c'est de se dire, on avait travaillé malgré tout sur ces quartiers-là, mais à minima avec les bailleurs. Sur Orgemont, c'est 11 000 habitants, c'est une ville à part entière, et l'objectif, c'est vraiment de faire d'Orgemont un quartier en rénovation urbaine, mais un quartier qui va être travaillé sur le fond. Quand je dis sur le fond, c'est bien sûr sur le logement, parce que sur le quartier d'Orgemont, à terme, c'est environ 1300 démolitions qu'il y aura sur ce quartier-là, autant de reconstruction, parce que nous avons l'obligation de reconstruire du 1 pour 1, mais comme je disais tout à l'heure, avec une vraie mixité de produits. C'est de travailler sur le logement, de travailler sur les équipements publics, avec des démolitions, reconstruction d'écoles, démolitions, reconstruction de gymnases, sur le secteur des centres socioculturels, de la mairie annexe. C'est vraiment, on travaille sur le logement, sur les équipements publics, sur le commerce aussi, la même chose, démolition, reconstruction sur le commerce. Et c'est aussi ramener et de continuer les transports en commun sur le secteur d'Orgemont, parce qu'aujourd'hui, le tramway s'arrête sur la place de Baye-Roussel, et c'est de le ramener jusqu'à la route d'Argenteuil, qui permettra d'irriguer effectivement une partie de Saint-Gratien et une partie du quartier Gallieni. Donc un gros chantier très important sur le quartier d'Orgemont qui va nous mener pendant 2 décennies. C'est ce que j'allais dire, vous n'allez jamais avoir assez de temps pour faire tout ça en 6 ans de mandat. Non. Ce qui est important, c'est de pouvoir commencer, d'engager l'intégralité des travaux, donc sur Orgemont. La Source Les Prelles, pareil, même si c'est un quartier qui est plus petit. Et là aussi, tout à l'heure, on parlait d'espace vert, d'environnement. Le quartier de la Source Les Prelles, c'est le quartier où il y a le moins d'espace vert par habitant au mètre carré. Donc l'objectif, c'est de ramener là aussi dans ce quartier-là énormément d'espaces verts, de squares, de parcs pour pouvoir redonner une dimension environnementale au quartier. Et puis pour respirer aussi. Et pour respirer, bien sûr. Donc 2 quartiers retenus au niveau de l'agence de la rénovation urbaine au niveau national et terminer bien sûr le centre-ville, là avec un dispositif en rue Île-de-France. Est-ce que ce sont des idées qui perdurent au niveau de votre communauté d'agglomération ? Oui, parce que sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune, quasiment l'intégralité des villes ont des quartiers en rénovation urbaine. Donc c'est vraiment une politique qui est défendue par le territoire, par Plaine Commune, et l'on se doit effectivement d'accompagner l'ensemble des villes qui sont en dispositif en rue. Parce que la Seine-Saint-Denis avait beaucoup construit, donc finalement maintenant on est dans une autre philosophie et de ramener tout simplement le naturel dans les villes. Oui, c'est déjà de construire différemment, de construire peut-être moins, mais c'est surtout de se dire, effectivement, dans des villes très urbaines, très dures, très minérales, c'est retrouver la place des espaces verts, de l'environnement dans nos quartiers. Et ramener la nature à la population, finalement. Alors, Hervé Chevreau, on peut peut-être quand même parler un peu du confinement, du déconfinement. Le confinement, vous l'avez vécu, parce que vous avez été très touché par le Covid. Vous avez même fait un long séjour, on va dire, à l'hôpital. Comment les habitants l'ont vécu, le confinement d'Épinay-sur-Seine ? Eh bien, le confinement, je pense que chacun l'a vécu à sa manière. Je dirais c'était plus simple pour certaines personnes que pour d'autres. Tout à l'heure, j'en parlais. Lorsque vous êtes dans des appartements avec des familles nombreuses, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous êtes dans un pavillon ou dans un bel appartement avec une très belle terrasse. Ce que l'on a souhaité faire, nous, effectivement, c'est de travailler en direction des personnes âgées. C'était vraiment un objectif que nous nous sommes donné, c'est de se dire comment on peut garder le contact avec nos personnes fragiles. Donc, on avait bien sûr toutes nos aides à domicile qui étaient présentes. On a eu la chance d'avoir du personnel remarquable qui continue à travailler chaque jour en direction des personnes âgées. En termes de télétravail, nous avons bien sûr mis en place des appels téléphoniques. On avait à peu près entre 300 et 500 personnes qui étaient appelées chaque semaine, de telle façon que l'on puisse prendre de leurs nouvelles. On a aussi souhaité, bien sûr, comme nous avions l'obligation d'accueillir tous les enfants de personnel soignant dans nos écoles, dans nos crèches, donc on a mis tout cela en place. Et c'était surtout de se dire comment on peut faire que les gens puissent effectivement mieux vivre pendant cette période-là. Eh bien, il y a tout un tas d'actions qui ont été menées avec l'ensemble des services pour garder un contact avec la population. C'est ce que demandaient les gens, c'est vraiment ce contact avec la population. Parce qu'on voyait avec les personnels qui travaillaient à la propreté, même si on avait moins de personnes à ces périodes-là, ils étaient sur des villes qui étaient complètement désertes. Et c'était quelque chose qui était dur, ce fait de se promener, d'être dehors, pas se promener, mais de travailler dehors et de voir quasiment personne. Donc c'est vraiment le contact et la proximité qu'on a voulu jouer. Voilà, donc la mesure, c'était donc priorité aux personnes âgées. Exactement. Comment, au niveau des confinements, comment ça se passe avec les enfants et l'école ? Quel rapport enfants-école à Épinay-sur-Seine ?
Assez compliqué, je dirais, même si on a une volonté de la part des élus dès le 11 mai de réouvrir et d'accueillir les enfants. C'est-à-dire qu'à Épinay, nous avons mis tout en œuvre, enfin je dis bien tout en œuvre, de telle façon que dans chacune des écoles d'Épinay-sur-Seine, les enfants puissent être accueillis. Après, c'est l'éducation nationale qui a joué un rôle qui était un rôle différent, d'accueillir différemment. L'objectif était d'avoir 10 enfants en maternelle par classe et puis 14 en élémentaire. C'est ce qui a été donné par l'éducation nationale. C'est ce qui n'a pas été fait du tout. Et moi, je le reproche. Moi, je souhaitais qu'il y ait davantage d'enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, si on regarde bien cette année, vont avoir fait quoi? Un trimestre de scolarité, un trimestre complet. Et ça, c'est juste pas acceptable. Et je pense qu'au mois de septembre, il y aura des grandes difficultés pour certains enfants. Encore une fois, et Florence Portelli le disait tout à l'heure, pour des enfants où il n'y a pas de problème de scolarité, où il n'y a pas de problème d'encadrement de la part des parents, où il y a tout le suivi, tout se passera très bien. Moi, je pense que les enfants sont champions pour s'adapter à telle ou telle situation. Par contre, pour les autres, ça risque d'être plus compliqué, et surtout pour les classes charnières. Lorsque l'on voit des enfants qui se trouvent en CP en 9 mois de temps à peine, ils savent lire quasiment et écrire, eh bien ça va être compliqué pour ces enfants-là qui risquent de rentrer au mois de septembre avec des bases qu'ils n'auront pas. Voilà, donc un vrai travail à faire. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que l'école soit obligatoire et pas facultative comme ça a été le cas. Ça aurait permis à tous les enfants de pouvoir reprendre, au moins tous les parents qui voulaient remettre leurs enfants. Et on a aussi la difficulté que l'on a aussi dans certains quartiers, que ces enfants qui ont repris le chemin de l'école sont stigmatisés par d'autres enfants qui ne vont pas à l'école. Et là, c'est mal vécu pour ces enfants-là. Et bien souvent, ces enfants-là qui étaient là au début mai ou mi-mai, eh bien on ne les retrouve pas aujourd'hui. Ils sont repartis. Ils sont repartis. Donc je pense que l'école doit être obligatoire, les parents doivent remettre leurs enfants à l'école et les enseignants doivent revenir à l'école au moins pour aller jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet. Alors Hervé Chevreau, vous soulevez un problème dont on commence à parler, c'est que les professeurs, malgré le fait que vous avez finalement mis à la carte ce qu'ils voulaient pour pouvoir revenir de manière sécurisée, vous dites que les profs n'ont pas joué le jeu, c'est ça qu'on entend dans vos propos, ils ne sont pas revenus. Ce qui se passe, c'est que certains professeurs ne sont pas revenus parce qu'eux-mêmes n'avaient pas un mode de garde pour leurs enfants. Donc ce qu'il fallait, si au niveau national, l'école était obligatoire où chacun devait réintégrer, effectivement, les enfants pouvaient réintégrer la classe et les enseignants pouvaient réintégrer effectivement là aussi leur classe. Est-ce qu'en même temps, avec ce confinement, on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres méthodes d'éducation et que le numérique passe très bien, qu'il y a peut-être une autre manière de faire école? Là, je dirais qu'il faut être prudent parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir arrêter de construire des écoles et puis de faire des professeurs. Si on met une méthode, effectivement, pour tous les élèves de France, c'est une catastrophe. Je pense que rien ne remplacera le présentiel d'avoir des élèves en face de leurs professeurs. Voilà, parce qu'autrement, je crois qu'on court à la catastrophe. Alors, Hervé Chevreau, pour terminer cet entretien, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les 6 ans à venir et quel est votre projet phare et puis aussi, allez-vous faire, puisque le ministre a autorisé les événements de plus de 5000 personnes, allez-vous engager des choses pour l'été? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Épinay? Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse assouplir les règles sanitaires. Moi, je suis très inquiet pour les colonies de vacances, les centres de vacances de cet été, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes et pour les seniors. Il faut savoir qu'il y a des villes comme Épinay-sur-Seine, pour certains enfants, la colonie de vacances, c'est le seul moment où ils sont en vacances. Donc, il faut vraiment assouplir de telle façon qu'on puisse redémarrer très rapidement, que l'on puisse recruter les animateurs très rapidement et réouvrir nos centres de vacances et nos centres de loisirs pour nos enfants. Mais aussi pour les anciens, parce que les anciens, on parle toujours des enfants, mais les anciens, pour certains, les seules vacances qu'ils ont, c'est lorsqu'ils vont dans des centres ou dans des voyages organisés par les collectivités. Donc il faut vraiment assouplir ces règles. Et tout à l'heure, on parlait de culture, il faut pouvoir refaire, à mon sens, la fête de la musique, alors même si on doit la décaler, mais ces moments de rencontre, ces moments de partage, ils doivent redémarrer très rapidement. C'est bien sûr pour nos habitants de nos territoires, mais aussi pour tous les intermittents du spectacle, pour tous les personnels qui travaillent tout au long de l'année. On le voit, on est sollicité par des entreprises de travaux pour redémarrer des travaux dans nos équipements publics, mais c'est pareil aussi pour le spectacle. On a énormément d'intermittents qui nous sollicitent ou des loueurs de scènes. Ils le savaient, chaque année, on louait des grandes scènes. Tous ces gens-là sont à l'arrêt, en chômage technique, c'est une catastrophe. Donc il faut redémarrer très rapidement. Est-ce qu'on pourra revoir, fut un temps à Épinay, vous organisiez des compétitions sur le fleuve? Est-ce que ça, vous allez y repenser? Cette année, non, parce que de toute manière, la date a été, malheureusement, c'était au mois de mai, avec le Covid, ça n'a pas pu se réaliser.
Il faut là aussi retravailler peut-être sur d'autres formes. Bon, c'est vrai que les bateaux à moteur ont énormément évolué. Ça fait un très très beau spectacle sur la Seine. Il y a énormément de personnes qui viennent voir. C'est un moment aussi où on découvre effectivement la Seine. Mais peut-être aussi, quand on parle d'environnement, il faut peut-être avoir aussi une vision différente de tout ce qu'on peut faire sur la Seine en termes d'animation et de course de bateau. Donc ça sera pour plus tard. Alors Pas cette année. dernière question, Hervé Chevreau. On parle beaucoup de décentralisation, mais que les réformes, vous l'avez entendu, Florence Portelli en a parlé aussi, mais que les réformes ne vont jamais jusqu'au bout. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que finalement, c'est vous les maires en région, dans vos villes, qui doivent décider quand des mesures sont prises, quelles qu'elles soient, pour application? Mais bien sûr, parce qu'on connaît nos territoires, on connaît nos villes, on connaît nos administrés, et je pense que les maires sont plus proches de la population. On le voit bien avec les élections municipales. On a malgré tout une participation, même si cette année, à cause du Covid, elle n'était pas celle que l'on a connue les dernières années. Mais néanmoins, la proximité du maire et l'attachement au maire fait qu'effectivement, nous sommes là, nous, pour répondre aux attentes de nos habitants et surtout, effectivement, pour pouvoir apporter un mieux vivre à nos habitants parce qu'on les connaît bien. Donc, je pense que le rôle de l'État doit s'arrêter à celui qui est le sien, des compétences. On l'a vu là, à travers le Covid, à travers la santé. Lorsque l'on dit que la santé est une compétence de l'État, effectivement, on a bien vu comment ça s'est passé. À un moment ou à un autre, il a fallu que les collectivités donnent un coup de main à l'État pour organiser tout un tas de dispositifs et surtout pour l'histoire des masques. On a bien vu qu'à un moment, s'il n'y avait pas les collectivités qui étaient là pour prendre le relais, et la région Île-de-France, que je remercie pour tout le travail qu'elle a pu faire pendant toute cette période et tout ce qu'elle a pu mettre à disposition de nos villes, eh bien, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'État. Donc, un sujet à redébattre dans le futur. Merci en tout cas d'avoir été avec Merci nous. Merci Florence, merci à vous. À ce micro aujourd'hui. Et puis, on va vous souhaiter un très bel été. On vous retrouvera bien sûr à l'automne. Vous êtes invité permanent, il n'y a pas de problème. On fait tout de suite une promenade musicale et on revient dans quelques minutes pour une jolie histoire. C'est l'histoire de Quadro. Et le chef d'entreprise, c'est Frédéric Fallin. Et il va vous raconter cette histoire d'entreprise magnifique. Jusqu'à quelle heure? Moi, je Toute la journée? Ah, d'accord. Il y a des émissions à côté, il y a des... Tiens, mettez-vous à côté, je vais vous prendre tous les deux. Vous voulez une photo avec vous deux? Vous l'avez? Ça va? C'est un habitué de la radio. Au bout de 2, c'est comme une éternité. C'est la deuxième fois parce que on a parlé d'une première entreprise il y a 15 jours et maintenant on parle de la deuxième. Voilà. C'est Demain, la l'histoire troisième, de... après la demande sur mesure. À 16 heures perdues, il est DJ. Ah, d'accord. C'est Bon, là, il faut relancer les fêtes, la musique et tout, là. Mais on attend que vous, hein. Comment? On attend que vous. Comment? Ça va? Ouais, super. Ouais, c'est vendu ce matin, mais bon. Peut-être qu'il fait un truc qui va s'écrouler. Alors ça, c'est pas la bonne chaise pour moi. Je le dis. Ici. Ouais, je change la chaise parce que c'est pas une 95 kg celle-là. J'ai commencé à monter, je me suis écroulé. 95 kilos. C'est ce que je pèse. J'ai compris. C'est ce que je pèse. Attends. C'est vraiment une bonne actrice. Nous voici de retour au bar de l'économie sur Radio IDFM, Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis et vice-président de Plaine Commune, de Florence Portelli, maire de Taverny, également présidente de la communauté d'agglomération vice-présidente de la communauté d'agglomération Val-Parisis, et puis vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture. Et vous avez entendu les mesures qui vont être votées ce 11 juin pour la culture. Et puis je suis en compagnie de Frédéric Fallin. Frédéric Fallin est gérant, architecte d'intérieur. Il est
est déjà passé à ce micro, vous l'avez entendu, pour Image Rénov, sa société de rénovation. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Bonjour tout d'abord, Frédéric Fallin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Quadro, une autre aventure d'entreprise que vous menez. Alors, racontez-nous déjà, parce que c'est une magnifique histoire, vous faites du mobilier, notamment placard, agencement de dressing, meubles sur mesure, avec Quadro. Et à la limite, tout ce qui vous passe par la tête, parce qu'en fin de compte, nous sommes là pour réaliser votre imagination. Alors donc, racontez-nous cette histoire d'entreprise. Quand a été fondé Quadro et par qui ? Alors, l'histoire réelle de Quadro historique remonte à une trentaine d'années. Le nom du créateur, je ne le connais pas. En revanche, il y avait au même moment un concurrent direct qui s'appelait Agem, qui a été créé par Patrice Joubert, il y a à peu près une trentaine d'années. Et chose assez rigolote, Agem a été racheté par un industriel qui s'appelle Segal, il y a environ 4 ou 5 ans. Et il y a 2 ans et demi, Quadro a été racheté par Agem. Voilà, et donc vous êtes vous êtes administrateur de Quadro. C'est une chaîne. Non, je ne suis pas administrateur de Quadro. Alors, enfin, ceci dit, j'aimerais bien, mais alors, je suis moi un commerçant indépendant à la tête d'un magasin situé au 90 boulevard Murat, Paris 16e. Je fais donc partie d'un ensemble d'adhérents au sein de ce réseau. Et parallèlement, je suis pas dire au conseil d'administration, ça j'ai oublié le nom, c'est le matin, que se passe-t-il? Moi j'appelle ça administrateur. Hein. Non, c'est un autre nom, mais ça va revenir, bon, peu importe. Ça va revenir. Je représente l'ensemble des magasins au travers 3 petits copains, dont moi. Voilà, on défend les intérêts à la fois du réseau et à la fois, je dirais, on assure la liaison et la communication entre l'usine et les magasins. Et donc, c'est un réseau de... Comité de direction, ça y est. Vous êtes au comité de direction de Quadro. Alors, en fait, c'est un réseau de 180 magasins, c'est ça, à peu près? Alors, on escompte bien, mais on divisera par 3, on sera environ 60 pour le moment. Et donc, 60 en France. C'est ça. Diffusé un petit peu partout dans les villes de moyenne taille, principalement, et les grandes villes comme Lyon, Marseille, Paris, Nice. Mais c'est pas grave, de 180, 60, il y a juste un petit C'est le but, c'est l'objectif. Voilà, c'est le but. Donc c'est juste qu'on a préparé le terrain. C'est une forme d'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ça démarre par un seul magasin, la création d'une usine. C'est ça l'histoire de Quadro, pour se développer vers 60 boutiques dans des villes. À l'origine, oui, il y a... Enfin, alors là, pour le coup, pour comprendre un peu l'histoire, Quadro, donc comme je l'ai expliqué auparavant, c'était un petit réseau qui représentait 15 magasins, principalement situés en Île-de-France, et avec de manière sporadique 1 ou 2 magasins, un en Normandie et un autre à Strasbourg. Et c'est un magasin, enfin c'est un réseau qui structuré par 3 ou 4 frères, se déployer. Bonne réputation et même excellente réputation sur Paris et sa région, mais depuis quelques années tourné en rond, pas par incompétence, mais tourné en rond par choix stratégique. Donc cette structure a été mise à la vente et a été rachetée par une société qui s'appelle Agem, qui jusqu'alors était numéro 1 en termes d'usine. Premier fabricant de France, avec la capacité de répondre, à toutes les possibilités possibles et imaginables que représente le sur-mesure. Lors du rachat du réseau Quadro, il a été question de se poser la question de quel sera le nouveau nom de ce nouveau réseau étoffé. Après diverses analyses et questionnements, il semblait plus judicieux de garder le nom de Quadro qui avait déjà son histoire et sa positivité au niveau régional, enfin au niveau de Paris et sa région, et de déployer la marque au niveau national, que de partir d'une feuille vierge. Donc c'est pour ça que le Quadro, alors que l'usine a été rachetée, a gardé son nom. Aujourd'hui, Quadro a 2 usines. L'usine historique qui alimente les 15 magasins historiques sur Paris Intramuros et, je dirais, les quelques magasins autour la de grande Paris. région Île-de-France. Voilà, sauf un, le mien, qui lui est dépendant de l'usine Agem située à Chéré dans la Sarthe. Directement, voilà. Alors, quel type de bois, quels matériaux vous demande-t-on? Quelle est la tendance des demandes des clients en ce moment au niveau de la décoration ou de l'agencement intérieur? Alors, au même titre que pour la rénovation, notre conseil sera la neutralité. Plus on est discret, plus le meuble va être intemporel et plus il s'intégrera parfaitement dans l'espace où il a été défini. En revanche, on peut aussi se lâcher parce que l'intérêt du total sur mesure, c'est de personnaliser à la fois en dimension mais également en couleur. Donc on a une gamme d'au minimum 29 coloris,
typés uni, typés bois, typés matière, qui vont nous permettre de vous apporter une satisfaction totale et je dirais un embellissement de notre habitation. Mais plus on va aller dans l'accentuation de l'effet décoratif, moins ce meuble va traverser les années. Alors, on a bien compris que l'avantage de ce réseau, c'était que vous ayez des usines en propre, finalement, à qui vous demandez de faire ce qu'on veut selon la demande des clients. Exactement. Est-ce que l'usine est elle-même, force de proposition, va vous dire, par exemple, tiens, il y a une nouvelle essence qu'on ne pouvait pas avoir avant, que maintenant on a, puisqu'on voit que la mode du bois exotique, enfin, je ne sais pas si ça a toujours lieu, mais il y a eu la mode du bois exotique. Est-ce que ça, c'est comme ça ? Alors non, pour diverses raisons. Les bois exotiques, par exemple, sont des bois qui vont travailler. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit intemporel dans le temps. C'est un peu pas logique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux différents. On va utiliser du mélaminé décor. Donc ce sont des panneaux qui ont déjà un décor fini. Donc lorsqu'on débite les panneaux, on a un résultat qui correspond à l'ambiance que l'on veut avoir. En termes de coût, c'est nettement moindre qu'un bois massif. Et on a très peu de risques que ce bois travaille dans le temps. Je prends l'exemple d'un meuble de cuisine. Vous pouvez avoir une cuisine qui a 50 ans. En théorie, si elle n'est pas immergée dans l'eau, elle ne bougera pas. Ce sera la même chose pour nos produits. Donc on ne va pas forcément orienter vers des produits de parfaite essence, type des bois exotiques ou autres, mais plutôt des matériaux entre guillemets, je dirais, adaptés aux besoins et à la durabilité de ce pourquoi ils sont inscrits. En termes effectivement de coloris, et je dirais d'essence visuelle, là c'est le rôle de l'usine que de se rapprocher des fabricants de panneaux et d'anticiper les années à venir pour avoir, je dirais, la tendance ou créer la tendance. En revanche, nous concevons, nous imaginons et nous co-créons avec nos clients en magasin. C'est-à-dire que, entre guillemets, le résultat visuel de ce qui a été proposé ne sort que des magasins. Il ne pourrait être le cas en usine, parce que là, ça voudrait dire qu'il faudra un département dédié à ça. Et puis, c'est compliqué de faire une proposition sans être en contact direct avec l'utilisateur. Soit on lance une gamme d'un produit défini qui devient, je dirais, un standard, et vous fabriquez 1000, 2000, 5000 pièces et que vous vendez, soit vous fabriquez de manière parfaitement personnalisée et sur mesure à la demande. Et donc, c'est le choix de tout le groupe, de tous les magasins, des 60 magasins Quadro. Oui. De faire que de la demande. Avec une exception qui va arriver fin 2020, début 2021. Nous lançons une micro-gamme de produits, plus des produits d'appel pour nous permettre de nous positionner par rapport à la concurrence, juste tant est que nous en ayons une, et d'inscrire encore plus la marque. Je vous en dis pas plus parce que c'est un effet de surprise. Ah bah c'est dommage, on n'aura pas le scoop aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui nous écoutent. Déjà, vous avez un J'ai scoop, pas vous réussi. J'ai savez. pas réussi à le faire parler jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, Frédéric Fallin, on continue quand même. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus au niveau Quadro ? Et puis est-ce qu'il y a des marchés que vous avez laissé tomber parce que la concurrence était trop vive ? Alors, dans le sur-mesure, il n'y a pas de concurrence vive ou agressive, parce que de toute façon, globalement, c'est du sur-mesure, donc on ne peut pas préparer les choses. Ce qui nous est le plus demandé aujourd'hui, c'est principalement des aménagements type dressing placard. Ensuite, on va avoir des aménagements bibliothèque, multimédia, où là, on va occuper des murs assez conséquents et on va meubler un pan de mur de manière très épurée, fonctionnelle et design, sans avoir recours à autre chose que ce type de meuble. Donc c'est aussi une valeur ajoutée. On nous demande de tout, c'est-à-dire que, le principe même du sur-mesure, ce que vous ne trouvez pas en magasin dit traditionnel, alors c'est là qu'il faut venir nous voir. En revanche, vous avez vu un produit, je sais pas, une armoire dans un magasin qui vous plaît, ça ne sert à rien de venir nous voir parce que nous, cette armoire, elle ne va être fabriquée que pour vous. En revanche, celle que vous avez vue en magasin, l'armoire, elle a été fabriquée en centaines d'exemplaires, donc le coût de production sera nettement moindre. Donc là, on ne pourra pas se démarquer. L'intérêt de passer par nous, c'est de travailler dans les 4 dimensions: hauteur, largeur, profondeur et la taille du porte-monnaie. Bien sûr. Et donc, quelle est la tendance en décoration en ce moment ? Est-ce qu'on peut bien sûr, on a compris que c'était donc de l'unitaire, donc chaque client, chaque goût, mais quand même, est-ce qu'il y a des tendances de couleurs qui se dégagent, des types d'effets matière qui se dégagent ? Parce que vous dites que c'est nous, le client, qui choisit. Mais si on vient vous voir, c'est parce que on veut des effets matière particulière. Or, il n'y a que vous qui le savez, ça. Notre rôle, c'est de vous aider à découvrir ce qui existe, en aucun cas de vous imposer
Mais nos conseils parfois sont importants. Mais on n'est vraiment pas là pour vous imposer. On est vraiment là pour vous accompagner. On n'est pas là pour que ça nous plaise. On est là pour que ce soit bien fait et que ce soit pérenne dans le temps. En termes de tendance, comme d'habitude, le blanc reste un incontournable. On reste, comme sur les éléments de décoration murale, on est sur des tons pierre ou neutres. Donc on va être sur des légers gris, des légers beiges. On va avoir parfois un lâcher d'humeur où on va avoir des coloris très vifs mais qui vont être très ponctuels et avec cette capacité de pouvoir les remplacer. J'ai pour exemple une bibliothèque qui va être totalement blanche et avec 2-3 inserts de, je sais pas, d'un rouge ultra pétant. Si dans quelques années ce rouge vous passe au-dessus de la tête, il suffira de l'enlever, on le remplacera par un nouveau coloris sans qu'on ait besoin de tout changer. C'est aussi l'intérêt de sur-mesure. Donc on reste toujours dans des tendances claires, comme vous avez dit, assez neutres pour que ça soit intemporel. De manière générale. Voilà. Après, Et la touche de couleur, malgré tout, est demandée. Oui, parce qu'il y a quand même envie de se démarquer. Et puis vous avez toujours le réflexe de certaines personnes de me dire que le blanc, ça fait hôpital. Ah oui. C'est toujours comme ça, mais après, ça dépend de là où c'est fait. Alors commercialement, Frédéric Fallin pour Quadro, comment ça se passe? Est-ce que au niveau vous développez des outils marketing particuliers pour vous développer? Parce que le bouche à oreille, j'imagine, c'est quand même dans le sur-mesure, c'est la panacée en général. C'est là où on voit que ça marche vraiment. Mais sinon, est-ce que vous faites des actions particulières? On a plusieurs. Donc déjà, on a une première action qui consiste à récolter nos avis clients, puisque souvent nos clients sont contents, donc on leur demande de nous le dire, et surtout de le dire aux autres. Donc la récolte des avis clients. En termes de communication générale, eh bien aujourd'hui on ne peut pas travailler sans un site internet, donc il doit être toujours être mis à la page, toujours être efficient, toujours être dynamique et présenter nos dernières réalisations. Donc ça c'est inévitable aujourd'hui. Ensuite, nous avons besoin aussi de nous performer, donc ça veut dire qu'on retourne à l'école assez régulièrement. Et là, pour le fait, juste avant la reprise de déconfinement, l'ensemble des collaborateurs du magasin est allé en formation, alors en webinaire, pour se préparer pour la reprise. Et nous avons bien eu fait, puisque chaque jour, nous vendions. Donc, malgré le confinement, vous avez pu garder une activité? Ralenti énormément. Néanmoins, par le net, nous avons reçu des demandes de devis, donc des projets pour lesquels nous avons pu avoir des échanges téléphoniques. On fait des allers-retours au travers d'échanges mails. Certes, ce n'est pas ce que l'on considère être le mieux, puisque on ressent toujours plus facilement les gens au travers de leur contact physique. Mais là, on n'avait pas la possibilité, donc nous sommes adaptés. Ce n'est pas un schéma qu'on reconduira si on n'en a pas l'obligation. Néanmoins, on l'a fait et ça nous a permis d'entretenir de bonnes relations avec des prospects qui sont, dès le déconfinement, devenus nos clients. Et du coup, vous avez mis des salariés en chômage partiel ou vous n'avez pas du tout eu recours aux mesures proposées par l'État? Alors, on n'avait pas le choix que de les mettre en chômage partiel, puisque de toute façon, obligatoirement, à partir du 16 mars, nos types de magasins devaient être fermés. Oui, puisque vous n'étiez pas considéré comme une activité essentielle. Donc, du coup, obligation de fermeture. Donc, vous avez fermé rideau tout de suite. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez travaillé par Internet et que la digitalisation, finalement, c'est quand même utile, en tout cas pour jeter les bases d'un projet. Bien sûr. Alors, la digitalisation, par contre, au niveau du site Internet, vous allez le renforcer dans le futur? Ou bien, est-ce que les clients veulent des idées? Est-ce qu'ils aiment ce type de... Est-ce que la vidéo aussi est un outil que vous pouvez utiliser? Ça peut aujourd'hui, en tout cas, je ne dis pas non, je pense que dans la démarche d'un internaute qui nous cherche et qui a une envie de produits comme ceux que nous sommes en mesure de proposer, il va d'abord scruter Internet au travers de photos. Donc il va recenser des images qui lui correspondent. Une fois qu'il aura fait ce recensement d'images, il va commencer à faire un recensement d'entreprise. Et puis il va principalement travailler sur la proximité. Et si la proximité ne correspond pas à ses envies, il ira sélectionner l'entreprise qui a véhiculé la meilleure image lui correspondant. Donc, faut-il une vidéo pour accroître son envie de nous contacter? Peut-être, j'en ai pas la réponse. On dit de plus en plus que la vidéo est un vecteur supplémentaire pour le bon référencement sur Internet. Donc, ne serait-ce que pour ça, on y viendra, mais ce ne sera pas la majeure partie des propositions que nous ferons. Mais effectivement, de toute façon, on est dans un commerce qui se digitalise. En revanche, on est quand même sur un produit final palpé et qui est quand même conséquent. C'est pas un stylo ou un porte-carte. Donc on a besoin quand même d'abord, nous, techniquement, il faudra qu'on aille chez les gens, parce que comme c'est du sur-mesure, donc il faut pleinement s'imprégner de l'espace dans lequel il va être positionné.
il faut qu'on puisse aussi étudier les contraintes qu'on pourrait rencontrer dans l'habitation. Et puis, on a aussi besoin de ressentir les gens, de savoir comment ils vivent pour leur apporter nos meilleurs conseils. Donc, par voie de fait, on a de toute façon besoin, in fine, de rencontrer les gens. Il existe un certain canaux qui sont capables de vous proposer du sur-mesure. Bon, après, j'ai pas d'autre avis. Et donc, du coup, pour vous, le contact, évidemment, il faut bien prendre les mesures, ne pas se tromper. Donc, c'est obligatoire, au bout d'un moment, malgré tout, le contact. On ne peut pas vivre qu'en digitalisation. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques pour vous développer, que vous tentez ou auxquelles vous réfléchissez avec vos collègues des autres magasins? C'est-à-dire? Je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous vous réunissez pour dire, tiens, on pourrait évoluer comme ci, comme ça? Alors, comment ça se passe, la réflexion, quand on est un groupe, finalement, qui bien. portait la même Ça se enseigne? passe bien. Alors, le réseau Quadro déjà organise tous les 1 mois et demi un groupe de progrès qu'on appelle chez nous les GTI. Donc, par groupe de région, on se réunit et on confronte nos chiffres d'affaires, donc nos réussites, nos succès, et ensemble, on essaye de trouver des solutions pour que le petit copain ou la petite copine s'améliore pour notre prochaine rencontre. Ensuite, on a les tableaux de bord mensuels qui nous permettent de piloter au jour le jour nos ventes, voir si nous sommes en avance, si nous sommes en retard, et quels sont les leviers qu'on doit utiliser pour aller encore mieux. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, nous avons des formations qui, en fonction de notre degré de compétence, vont être plus ou moins importantes, ou de toute façon, même si notre degré de compétence est suffisamment sur le papier bon, de toute façon, il est bienvenu que de retourner en formation. Piqûre de rappel n'a jamais fait de mal à personne. C'est un peu comme un sportif, hein. Si vous entraînez, vous avez de grandes chances, lors de la compétition, de mieux vous sentir. Est-ce que c'est toute votre équipe qui part en formation? Obligatoirement. Donc vous les obligez à se former? Donc moi. Dont vous. Le patron inclus, donc. Le patron doit donner l'exemple. Ce qui veut dire que combien de fois par an vous partez en formation tous? Alors, tous, tous, ce sera jamais physique. Pas en même temps, bien sûr. C'est entre 2 et 4 fois. Entre 2 et 4 fois par an pour rester au niveau et être au courant des matériaux, des nouvelles manières de faire, etc. Est-ce que justement la méthode a changé dans le temps depuis le démarrage de cette activité ou finalement oui. Ça reste très traditionnel? Le réseau a créé sa propre méthode de vente, donc au travers d'un accompagnateur qui nous a d'abord écouté, qui a ensuite analysé, peaufiné et réalisé une méthode de vente qui est donc notre Bible, et aujourd'hui tout le monde la suit scrupuleusement. Et on a en plus de quoi nous entraîner, de quoi entretenir nos gammes, à la limite au quotidien si on en avait besoin. Donc aujourd'hui, même un jeune commercial chez nous est en mesure de se préparer 1 heure avant son rendez-vous et d'être vraiment au top des tops s'il applique parfaitement la méthode. Bien sûr. Donc c'est une méthode spéciale Quadro, faite pour vous, avec qui a été développée. Adapté à notre métier. Et après, on pourrait l'extrapoler pour d'autres, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pour notre métier. Quelle est l'évolution pour vous de ce métier d'agenceur sur mesure? Il va prendre une place plus qu'importante dans les années à venir, puisque dans le marché du second œuvre, aujourd'hui, le meuble sur mesure devient, je dirais, le produit phare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une habitation coûte un certain prix, que de faire des travaux, ça a aussi un certain prix, et parfois les travaux ne suffisent pas. Donc il faut un petit peu d'ingéniosité, il faut maîtriser la menuiserie et arriver à se projeter. Arriver à se projeter et à imaginer comment, je vais dire une bêtise, comment une séparation de pièces pourrait avoir une autre fonction que de séparer une pièce. Donc on peut imaginer qu'une séparation de pièces d'un côté soit une bibliothèque. Oh là, c'est-à-dire pas de cloison, c'est ça que vous voulez dire, voilà, et un meuble à la place. Voilà, qui aurait une double fonction. D'un côté, s'il est dans le salon, il serait bibliothèque, et de l'autre côté, il serait dressing. Et pourtant, il sépare bien les pièces. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui. Ça a aussi une valeur économique. Vous avez une cuisine qui a une dizaine d'années, mais vos façades vous déplaisent. La couleur est passée, ne vous convient pas. Il n'est pas forcément nécessaire de tout changer. Donc nous, on va juste remplacer les façades et les adapter à la couleur que vous souhaitez. D'accord, alors on va prendre par exemple des chaînes de cuisine qui ont beaucoup de succès actuellement en France, mais boum, ils décident de changer leur caisson, et donc on ne peut plus adapter des nouvelles portes, par contre vous pouvez. C'est l'avantage. C'est ça. Et donc finalement, il faut y penser. Au lieu de jeter comme on fait beaucoup leurs caissons, gardez-les et appelez Quadro. Mais je rappelle que nous avons aussi de la cuisine. Mais pour autant, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est pas parce que nous vous proposons de la cuisine que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer le remplacement de vos façades. Parce qu'on n'est pas là pour vous vendre une cuisine pour le principe de vous vendre une cuisine. Nous sommes là pour vous apporter des solutions.
Donc globalement, vous avez un problème, nous avons la solution. À nous de nous débrouiller. À vous de vous débrouiller, c'est ça que vous dites. Et la tendance, donc je reviens sur ce que vous venez de dire, ça c'est très intéressant, c'est que finalement le meuble devient cloison, devient séparateur. Il peut devenir cloison, il peut devenir élément de décoration, il peut devenir élément de discussion, il peut devenir élément de convivialité. Un bar, par exemple, peut devenir un élément de convivialité et vous pouvez donc vous faire un bar sur mesure que vous pouvez décliner en espace bar-bureau. Enfin, on peut tellement faire de choses. Après, il suffit simplement de nous exposer quelles sont vos contraintes et nous allons mettre tout en œuvre pour apporter les solutions. Je pensais, moi, que le bar, c'était fini. En fait, vous le ramenez au cœur du débat aujourd'hui, Frédéric Fallin. Il nous a manqué pendant plus de 2 mois, quand même. Hein. Il nous a manqué pendant plus de 2 mois, mais c'était une mode. Fut un temps, dans les années 60, dans les maisons, on installait un bar. Ça s'était un peu perdu, et maintenant, ça revient à la mode parce qu'on peut transformer le bar en bureau. Alors, avant, le bar, comme vous le décrivez, n'avait qu'une seule et unique fonction. Il était là, statutaire, il était marron, et on tournait tous autour. À l'époque, on n'avait pas imaginé qu'on puisse y mettre des roulettes. C'est tout bête, mais le simple fait de mettre des roulettes, déjà, il est beaucoup plus facilement mobile. Donc rien que de mettre des roulettes, déjà, on peut en faire un peu plus de choses. Et puis, il suffit de trouver des choses un petit peu ingénieuses pour qu'à un moment, il ait une fonction et à un autre, une autre. Le confinement a obligé de toute façon les gens à moduler involontairement leur habitation, puisqu'on imagine bien que pour beaucoup, ils se sont retrouvés soit sur la table basse, soit sur la table à manger, et c'est devenu un micro-bureau ou un mini-bureau, parce que de toute façon, il fallait bien faire du télétravail. Donc, on est tous capables d'avoir un peu d'ingéniosité. Nous, c'est notre métier, donc on est un peu plus exacerbé dans la réflexion, mais la finalité, c'est ça, c'est de prendre quelque chose, de le détourner ou d'en faire une double ou une triple fonction. Oui, parce il y a le problème de place, évidemment, donc c'est ça l'astuce de faire des meubles sur mesure. Ça contribue, on optimise les espaces. Alors, 2 astuces que vous venez de nous dévoiler, merci beaucoup. Donc, mettre des roulettes sur un meuble pour en faire un bar et un bureau en même temps, parce qu'au moins on peut le déplacer facilement. C'est ça. Et puis la fameuse cloison séparative qui devient et meuble et cloison. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres astuces dans les goûts en ce moment Il y en a plein. Après, je n'y pense pas comme ça, parce que je ne suis pas confronté à une problématique. Qu'avez-vous comme problème ? Moi, j'en ai aucun pour aujourd'hui. Je ne peux pas vous apporter de solution, alors. Mais c'est histoire du meuble multifonction. C'était voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Frédéric Fallin. Je rappelle que vous dirigez Quadro qui est installé à Paris, donc pour du mobilier sur mesure quel qu'il soit, hein, grand meuble, petit meuble, cloison qui devient meuble. Voilà, si vous avez des soucis, eh bien vous contactez Quadro à Paris. Et puis je rappelle l'astuce qu'a dévoilé Frédéric Fallin aujourd'hui. Ne jetez pas vos caissons de cuisine, appelez-les, ils vous rénoveront toutes les façades sur les meubles existants. On va finir cette émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous tout d'abord, Frédéric Fallin, d'être revenu aujourd'hui à ce micro, au bar de l'économie. On va finir cette émission avec notre chronique santé du jour. Et aujourd'hui, c'est alcool-foi, et ça tombe bien puisqu'on parlait de bar et qu'on est tous contents de pouvoir se déconfiner. Ça arrive bientôt, là. Ce week-end, il fait beau, il fait chaud, on sera tous en terrasse. On écoute ce qu'a à nous dire notre expert Jean-Claude Durousseau. Minutes pour comprendre, l'alcool et le foie font-ils bon ménage? Non, vous allez me dire, je suis avec le professeur Didier Samel, auteur de l'ouvrage La crise de foie n'existe pas, l'alcool et le foie. Qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on peut boire pour ménager son foie? Tout d'abord, il faut bien voir que l'alcoolisme aigu, c'est-à-dire la cuite, pour parler poliment, est rarement dangereuse pour le foie. Ah oui, je confirme. Et c'est souvent assez piège parce que les gens ne se rendent pas compte, ils disent je mange uniquement au repas, en mangeant, mais quand ils prennent 2 verres à chaque repas, ça fait 4 verres par jour. On parle de verres de vin là. Oui, par exemple, 2 verres de vin, ça fait 4 verres par jour. 2 verres de vin, ça fait quoi en bière? Pour donner ça fait 2 verres de bière. La bière est à... Ça dépend, il y a des bières à 7 degrés, il y a des bières à un peu moins. Le vin est à 12 ou à 14 degrés, donc c'est le double, il faut compter. Ok. Bon, en clair, il ne faut pas boire tous les jours. Pas boire tous les jours et pas chaque repas. Et je dis à tous souvent à mes patients, déjà essayez de ne pas boire tous les soirs, jours, ça suffit. de sauter, de ne pas boire à chaque repas, et déjà vous allez diminuer votre consommation par 2 ou par 4. Oui,
Oui, parce qu'en fait, quand vous multipliez, comme vous le faites, par semaine, par mois, par an, C'est des quantités énormes. c'est des quantités énormes, et tout ça, ça passe par le foie. Oui, puis on a souvent tendance à oublier ce qu'on consomme, c'est-à-dire que par exemple, si on prend encore une fois 2 verres de vin par repas, ça paraît pas comme ça énorme, c'est 4 verres par jour, c'est presque une bouteille, c'est 7 jours de semaine, il faut multiplier par 7, c'est 28, plus le week-end on boit souvent un peu plus les pots par-ci, les anniversaires par-là, et quand on fait le compte, ben, ça fait finalement pas mal. Quand on les jours on boit pas, c'est plus simple. Effectivement, le message à faire passer, c'est attention à votre consommation quotidienne d'alcool. Ouais. Et oui, vous avez entendu, il faut faire attention à sa consommation quotidienne. On dit un petit verre de vin par repas, et c'est par jour, et c'est pas 4 verres ou 3 verres par repas. Donc il faut alléger pour son foie, il faut alléger sa consommation d'alcool. Parce qu'en fait, en temps de confinement, les Français ont beaucoup plébiscité le vin et le champagne. Record de vente, en fait. Donc voilà, on en a quand même bien profité. En tout cas, profitez-en quand même. Parce que bon, un petit verre de vin, ça fait pas de mal. Hein. Moi, un bon petit verre de vin, par contre, faut pas boire n'importe quoi. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous retrouve bien sûr dès demain matin. Je vous laisse respirer avec quelques musiques. Ciao, ciao. À demain. Je vous embrasse. Portez-vous bien.